Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, je suis très touchée de l'accueil vraiment enthousiaste que vous réservez à chaque vidéo, donc merci pour ça, merci d'être de plus en plus nombreux. J'espère qu'on va continuer de grandir en une belle communauté avec toujours des échanges aussi intéressants et complémentaires dans les commentaires. Merci aussi à ceux et celles qui font les dons PayPal et qui en plus les accompagnent avec des messages très encourageants. Merci, j'aurais vraiment souhaité avoir du temps pour pouvoir répondre à chacun. Malheureusement, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas vous fournir autant de contenu, m'occuper de la maison d'édition, m'occuper de ci et de ça et en même temps passer des heures parce que ça demanderait des heures pour répondre à chacun. Donc, en tout cas, je vois passer vos dons, je vois passer vos messages et c'est mon moteur. Ça me booste, ça m'encourage, ça me motive, ça me stimule. Donc, merci. Le lien PayPal est dans la barre d'infos. Il y a également le lien de la cagnotte pour le documentaire qui est toujours en bonne voie. Alors, pour parler de la maison d'édition, juste une petite nouvelle, eh bien, c'est la sortie du jeu de cartes My Type of Bad Gal. Il s'agit d'un quiz donc à destination des personnes et notamment des enfants qui ont lu le livre pour vérifier qu'est-ce qui a été retenu comme élément essentiel. Donc il y a 70 cartes qui posent des questions et c'est à jouer à partir de 2 jusqu'à beaucoup plus. En équipe, de toute façon la règle du jeu explique tout et l'idée c'est de renforcer la culture générale parce que les questions qui sont posées finalement concernent la culture générale africaine. Donc on fait d'une pierre deux coups parce qu'on renforce sa culture générale au niveau des pays et des faits historiques et des personnages africains, mais également ça permet de raviver en fait ce qu'on a pu apprendre au travers du livre My Type of Bad Gal. Donc je rappelle l'adresse grandeurnoireedition.com. Le lien est dans la barre d'infos. Vous y trouverez le nouveau conte Walata de Grandeur Noire qui a été illustré par Wesley Dupré. Merci Wesley. Et le jeu de cartes My Type of Bad Gal, donc un quiz, et également le puzzle qui est sorti le mois dernier, puzzle de la reine Zinga qui a été une reine guerrière exemplaire. Donc voilà pour les nouvelles Grandeurs Noires. J'ai mon nœud à nœud, on peut y aller. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire deux choses. La première, c'est de briser l'idée fausse selon laquelle les Africains n'ont jamais été vainqueurs, ont toujours été soumis et finalement dans l'échec. Je vais vous montrer deux cas historiques, et peut-être qu'il y en a d'autres qu'on ignore, où les Africains non seulement ont triomphé, mais en plus ont triomphé en Europe, en dehors de leur continent. La deuxième chose que je vais tenter de faire, c'est de rétablir la réalité historique sur deux peuples qui sont pris à tort pour des peuples non africains. Alors on va commencer dans l'ordre chronologique avec Hannibal Barca. Certains d'entre vous le connaissent à travers des films hollywoodiens, à travers des bandes dessinées, à travers des expositions dans les musées. C'est un personnage historique très raconté, très célèbre. Donc, il n'est pas étonnant que vous ayez entendu parler au moins du nom Hannibal. En tant que grand général d'armée, grand conquérant. Seulement l'information qu'on a oublié de vous transmettre, c'est qu'Hannibal Barca était africain comme toute sa lignée et comme son peuple, les Carthaginois. Peut-être même qu'à l'école, vous avez étudié en histoire l'empire de Carthage sans réaliser que cet empire est situé en Afrique et donc qu'il était peuplé d'Africains. Surtout que là, on parle de l'Antiquité. Alors, petit retour au début de l'histoire. Hannibal Barca, c'est le fils d'un grand empereur et grand chef militaire, le fils de Hamilcar Barca. Non seulement le père d'Hannibal
a conquis une grande zone en Afrique, donc au niveau actuel du Maghreb, mais en plus, il a pu repousser très longtemps des invasions d'étrangers. Malheureusement, au bout d'un moment, il a été conquis par les Romains et donc soumis aux Romains en tant que colonie, on dirait, aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il continuait de diriger son empire, il était quand même soumis à une certaine autorité romaine. Donc il devait donner des ressources précieuses et des richesses aux Romains. Et surtout, il était soumis à certaines lois, à certaines exigences des Romains. Donc ça, c'était pendant le règne du père Hamilcar. Lorsque le fils récupère les rênes du royaume, il refuse cette soumission à l'autorité romaine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle et il provoque une guerre ouverte contre les Romains pour reprendre son indépendance totale, sa souveraineté entière. Bien évidemment, son père, qui était un très grand chef de guerre, l'a formé à l'art militaire et à la stratégie de guerre. Et donc, Hamilcar va mettre en place une idée totalement inédite dans le monde entier, à savoir prendre par surprise ses ennemis sur leur propre terrain avec des éléphants dressés au combat. Hannibal se dirige avec une armée de dizaines de milliers de soldats et des éléphants. Il se dirige vers l'Italie. Et en fait, pour les prendre par surprise, il va faire tout un détour auquel les Romains ne s'attendent pas. Il va traverser la mer avec des éléphants et des milliers de soldats et de l'artillerie lourde. Il va passer par l'Espagne. Déjà, il va traverser les Pyrénées. Déjà. Ça veut dire des montagnes enneigées, très hautes, très escarpées. Il arrive en Gaule et là, les Gaulois qui se confrontent également aux Romains décident de s'associer à cet Africain qu'est Hannibal Barca pour aller dégommer les Romains puisque eux aussi en ont assez d'être sous l'autorité des Romains. Donc l'armée d'Hannibal Barca grossit avec les Gaulois qui viennent se rajouter au fur et à mesure des kilomètres. Et là, toute cette foule, n'oublions pas la présence des éléphants, traverse une autre montagne, cette fois-ci les Alpes. Alors dans les bandes dessinées, dans les films, dans les récits que vous allez trouver sur Hannibal Barca, absolument tous vont vous montrer une armée blanche, une armée de Carthaginois africains blanche, à côté d'éléphants africains. Donc c'est assez grotesque. Bref, en tous les cas, Hannibal réussit ce défi haut la main. Alors bien évidemment, il a perdu une certaine quantité d'éléphants en cours de route qui n'ont pas supporté le froid, qui sont tombés dans des ravins parce que c'était escarpé, parce que c'était glissant, parce que voilà, ça a été véritablement une épopée très risquée, très aventurière, mais il n'a pas lâché. Et donc il a réussi à se rendre à la frontière des Romains. Et comment vous dire que les Romains qui n'avaient jamais vu ces mastodontes africains, eh bien ils les ont pris pour des démons, pour des monstres. Donc déjà une partie de l'armée a été extrêmement déstabilisée et a fui. Et ensuite le peu de légions romaines qui restaient s'est fait écraser par les éléphants, donc embrochés dans leur défense, complètement, pour le coup, véritablement écrasés avec leurs pattes, etc. Donc voilà, Hannibal Barca prend le contrôle de cette frontière, commence à avancer sur l'Empire romain, triomphe à chaque fois. Les Romains, la nouvelle se répand qu'il y a des démons, que les Africains sont venus avec des démons, etc., que là c'est mort, ils peuvent rien faire contre ça. Et malheureusement, entre-temps, l'empereur romain décide d'envoyer toute une flotte, donc des bateaux, vers l'empire de Carthage pour profiter de l'absence de l'empereur
Hannibal Barca qui est sur son territoire et pour pouvoir prendre le contrôle de Carthage plus facilement. C'est une occasion qu'il attendait depuis très longtemps. Du coup, en pleine victoire, en plein triomphe retentissant, Hannibal Barca est obligé de rebrousser chemin pour regagner au plus vite son empire de Carthage avant la flotte romaine, de façon à défendre son empire. Et vraiment, on peut se poser la question, mais que serait devenu le monde que nous connaissons aujourd'hui si l'Africain Hannibal Barca avait réussi à véritablement prendre le contrôle de Rome à cette époque de l'Antiquité et finalement, pourquoi pas, à le diriger ou en tout cas à mettre le plus grand empire européen du moment sous son emprise. En tout cas, cette humiliation infligée aux Romains sur leur propre territoire, à savoir les battre d'une traite très rapidement, de façon foudroyante, sur leur propre territoire, cette humiliation n'a pas été supportée. Et notamment auprès des historiens qui ont décidé de transformer un petit peu la chose pour que ce soit un petit peu moins humiliant. Alors, vaut mieux se faire battre sur son propre terrain par une armée blanche plutôt que par des Africains, évidemment. Donc, on a blanchi Hannibal Barca. Et comme le récit d'Hannibal Barca est incontournable, il ne pouvait pas être effacé comme d'autres récits qui l'ont été, eh bien, ce récit n'a pas pu être effacé parce que les Gaulois et tous les autres peuples adverses de l'Empire romain, et il y en avait beaucoup, se sont passés le mot de cette victoire, de cet écrasement de l'Empire romain, de cette déstabilisation aussi simple et facile et efficace. Donc bien évidemment que la légende d'Hannibal Barca a survécu et notamment cet exploit d'écraser les Romains avec des éléphants. Donc puisqu'il n'était pas possible d'effacer cette histoire puisqu'elle était dans les esprits collectifs, eh bien en tout cas on l'a transformée grâce à la propagande médiatique. Donc à partir du moment où le cinéma est né, où les livres illustrés sont nés, eh bien on a transformé Hannibal en personne blanche, ainsi que son peuple évidemment. Il n'y a qu'une seule série qui est américaine qui montre Hannibal Barca noir. Malheureusement, c'est une série qui n'a pas beaucoup circulé puisqu'elle a principalement été diffusée sur la chaîne américaine History et elle n'a pas dépassé les frontières de cette chaîne. Donc, très peu d'entre nous ont eu l'occasion de voir cette série et même très peu d'entre nous la trouveront sur Internet. Même de façon payante, très peu d'entre nous la retrouveront de façon intégrale. Donc ça reste quand même une toute petite communauté qui a pu voir un Hannibal Barca africain. Donc voilà, ce qu'il est à retenir de l'épopée d'Hannibal Barca, c'est que c'est la seule fois au monde où les Romains ont été vaincus sur leur propre territoire. Et c'est également la première fois que des Européens ont été battus par des Africains sur leur territoire. Puisqu'on rappelle que les Européens ont déjà été battus à de maintes reprises en Afrique, que ce soit par Samori Touré, Shaka Zulu, la Reine Zinga. Je le rappelle, le puzzle de la Reine Zinga existe sur grandeurnoiredition.com. C'est vraiment un personnage historique incontournable et très important pour notre histoire. Donc n'hésitez pas à présenter ce personnage grandiose à vos enfants via un puzzle. Anyway, on s'égare. Il y en a vraiment plein des cas où les Africains ont battu à plate couture les Européens, mais c'était en Afrique. Là, pour le coup, Hannibal Barca a véritablement réalisé un exploit extraordinaire et surtout, il a été le premier à le faire. Et on peut considérer qu'il a réellement vaincu les Romains, puisque s'il n'avait pas eu à rebrousser chemin, clairement, l'Empire romain tombait sous son emprise. En fait, c'est comme si un match de football était interrompu alors qu'il y avait une des équipes qui menait 5-0. Même si le match est interrompu, qu'il ne reprend pas et qu'on considère qu'il est presque annulé, le public va forcément considérer que l'équipe qui a 5 points a gagné, l'équipe qui a 0 points a perdu. C'est exactement l'histoire d'Hannibal Barca et de l'Empire romain. Donc voilà pour l'histoire en elle-même d'Hannibal Barca. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve scientifiquement, archéologiquement, qu'Hannibal Barca était africain? Parce qu'évidemment, on peut se dire, c'est pas parce que ce peuple était situé sur le continent africain qu'il était nécessairement africain, puisque aujourd'hui, au Maghreb, il y a des Arabes qui sont implantés en Afrique. Je rappelle qu'ils ne sont pas originaires d'Afrique, n'est-ce pas? Et en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays, il y a également des Européens
très implantés en Namibie, en Afrique du Sud, très implantés en Afrique et qui sont considérés, qui sont appelés africains parce qu'ils sont là depuis 5 ou 6 générations. Alors, comment fait-on pour savoir si véritablement les Carthaginois étaient africains? Eh bien, il existe un vestige d'une pièce de monnaie qui montre d'un côté un éléphant et de l'autre une tête d'empereur. Les traits de cet empereur ne laissent absolument aucun doute. C'est un homme africain. Ses cheveux, son nez, ses lèvres, ses pommettes, son faciès, son profil, il n'y a aucun doute. La pièce est datée de l'époque d'Hannibal Barca comme par hasard. Alors, ceux qui sont dans le déni le plus total nous disent « Oui, mais il n'y a pas le nom d'indiqué ». Néanmoins, ça fait un peu beaucoup une pièce où il y a l'image d'un empereur avec de l'autre côté un éléphant et que ce soit exactement la date où Hannibal Barca a régné. Parce qu'à cette époque, il était d'usage pour les rois, pour les empereurs, de faire frapper des monnaies en fonction de leur triomphe et des événements qui pouvaient arriver au cours de leur règne. Donc clairement, si Hannibal Barca a vaincu les Romains grâce à des éléphants, il était logique de mettre ce symbole de la victoire, les éléphants, sur les nouvelles pièces de monnaie en circulation pour célébrer cette victoire. Et il faut également savoir qu'à cette époque, les Européens et les Arabes n'avaient pas encore conquis et colonisé cette zone de l'Afrique. Donc c'était clairement des peuples autochtones, des peuples indigènes, des peuples locaux, des peuples originels, appelez-les comme vous voulez. Mais c'était nécessairement des peuples africains d'origine. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans l'histoire africaine, il faut justifier que les Africains étaient africains. Alors que quand on arrive dans l'histoire de l'Antiquité chinoise, dans des zones qui n'ont jamais été colonisées par des étrangers et qu'il y a eu des victoires, jamais on ne remet en question l'identité chinoise ou l'identité coréenne ou l'identité japonaise ou l'identité indienne. Mais dès qu'on arrive sur le continent africain, il faut justifier que le peuple de Kémet était noir, que le peuple de Punt était noir, que le peuple de Nubie était noir, que c'est... Je peux vous garantir que aucune série américaine n'aurait mis un acteur noir dans la peau d'un aussi grand héros qu'Hannibal Barca si jamais il n'y avait pas un fond de vérité, plus qu'un fond de vérité dans l'identité africaine d'Hannibal Barca. À aucun moment vous ne verrez à Hollywood un Jules César noir ou un Napoléon noir ou un Louis XIV noir. Donc s'ils ont fait une série, même si c'est une seule, sur une chaîne nationale comme History, avec un acteur principal noir qui joue le rôle d'Hannibal Barca, clairement, c'est que la vérité est en train de faire son chemin pour éclater au grand jour. On passe à notre deuxième conquête de l'Europe par les Africains. Celle-ci est encore plus grandiose et prodigieuse parce que là, il ne s'agit pas que d'un seul pays, il s'agit vraiment de tout le sud de l'Europe, c'est-à-dire de l'Espagne entière, du sud de la France et d'une partie de l'Italie. Alors, il s'agit du peuple maure. On vous a laissé imaginer que c'est un peuple arabe. La carnation des Maures est extrêmement foncée. Alors, concernant l'identité africaine des Maures, cette fois-ci, comme c'est plus récent dans le temps, on a des peintures. On a des sculptures. On a même des bijoux qui les représentent. Les Maures, il y a une profusion de représentations d'eux. Et sur toutes ces représentations, ils sont clairement africains. Et à cela se rajoutent certains témoignages. Ne serait-ce que l'un des plus fameux, la chanson de Roland. Alors cette chanson raconte la bataille au 8e siècle entre les troupes du neveu de Charlemagne et les Maures. Voici la description qu'on peut retrouver et là vous pouvez taper chanson de Roland sur internet, vous allez trouver. Ouvrez les guillemets, ces gens qui ont le nez large, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, quand Roland aperçoit la race incroyable, plus noire que le plus noir des encres, de blanc il n'y a que les dents, fermez les guillemets. Alors il n'y a pas de doute, hein. On compare leur couleur
à l'encre. Donc là, c'est la chanson de Roland. Certains diront « Oh, c'est une chanson, c'est imaginaire, peut-être qu'ils ont romancé ça. » Ok les gars, on va prendre des témoignages de personnes fiables. Alors, il y a le récit du roi d'Espagne Alfonso X qui fait le récit des morts sur son territoire. Et il s'exprime comme ceci, ouvrez les guillemets. « Tous les soldats morts étaient habillés de soie, leur face était noire comme du pois, et le plus beau d'entre eux était noir comme une casserole. » Fermez les guillemets. Alors, à savoir que, comment vous dire, l'hygiène à cette époque-là en Europe n'existait quasiment pas. Donc, ce sont des gens qui déjà ne se lavaient pas, encore moins leurs ustensiles de cuisine. Ça veut dire que les casseroles, les marmites étaient noircies par le feu de bois et que, au final, à force de se resservir de la marmite sans la décrasser, eh bien, les marmites, les casseroles étaient noires. D'où le fait que le roi Alfonso X compare les morts, la carnation des morts, à une casserole noircie par le feu de bois. Et le pois dont il parle lorsqu'il s'exprime, c'est poix P-O-I-X, c'est-à-dire la colle, l'espèce de glu qui est faite à base de résine et de goudron de bois. Donc c'est une colle qui est noire. Donc là, on a un roi. Ces propos ont été recueillis par des personnes compétentes qui utilisent comme comparaison une colle, on ne peut pas faire plus noire que cette colle, ou alors des marmites qui sont brûlées par la chaleur, brûlées par le feu. Bon, pour certains, les comparaisons ne suffiront pas non plus, ce n'est pas suffisamment clair. On va monter d'un cran dans les témoignages. On va prendre celui de Isidore de Séville, qui était un homme d'église espagnol. Il a vécu entre 570 et 636, donc il a vu les morts, il les a rencontrés, et il s'est exprimé comme ceci. Ouvrez les guillemets, mort est issu du grec moros et signifie noir. Les Grecs ont utilisé ce terme pour désigner la population de l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire l'actuel Maghreb, car à l'époque, la couleur de peau des habitants était très foncée. Les Grecs ont d'ailleurs nommé la région Maurétanie, c'est-à-dire le territoire des Noirs. Donc voilà, on a l'étymologie du mot mort qui signifie noir. D'ailleurs, tous les prénoms du genre Maurice, Morane, etc. étaient souvent donnés à des Noirs qui venaient s'installer, vivre en France. Quand ils étaient baptisés par des chrétiens, ils obtenaient le nom de Maurice, d'où d'ailleurs un certain saint noir qui s'appelle saint Maurice. Voilà, donc on a l'étymologie du mot mort qui signifie noir, on a la description de personnes qui les ont rencontrées et qui sont quand même fiables, comme le roi d'Espagne, qui les décrit comme noirs, et on a les représentations, les peintures authentiques de l'époque qui les montrent avec des cheveux crépus et un teint qui ne laisse aucun doute. Ils ne sont pas basanés, ils ne sont pas bronzés, ils sont noirs, ils sont africains. Donc maintenant qu'on a fait le point sur leur identité africaine, on va pouvoir passer à la conquête des morts qui, elle, a été totale puisqu'ils se sont réellement installés en Europe et surtout, ils ont légué énormément de connaissances, de traits culturels, de sciences aux Européens. Alors, je ne vais pas détailler la conquête dans cette vidéo, mais en gros, ils sont arrivés depuis la zone du Maghreb, donc c'était leur empire. Ils ont traversé la mer et ils ont dégommé tous les Espagnols. Ils étaient clairement plus puissants stratégiquement, ils étaient mieux armés, mieux organisés, donc ils ont vraiment fait une attaque éclair et ils ont soumis l'Espagne très rapidement. À savoir que l'Espagne était déjà affaiblie par la conquête des Visigoths, qui eux étaient plutôt originaires de la zone actuelle de l'Allemagne et qui étaient venus semer la terreur véritablement. C'était un peuple extrêmement violent qui pillait, qui violait, qui brûlait les villages, qui vraiment ravageait l'Espagne. Donc quand les Maures sont arrivés, ils ont repoussé ces peuplades jusque très très loin. Et finalement, les Espagnols ont plutôt bien accueilli la conquête des Maures parce que ça les a libérés d'un peuple qui était extrêmement violent envers eux et que les Maures ne se sont pas montrés violents envers eux, les Maures ne se sont pas livrés à de la destruction. Les Maures sont arrivés avec un savoir qu'ils ont propagé en Europe parce que ça a commencé par l'Espagne et puis ça s'est répandu dans le sud et puis ça a même atteint le reste de la France. Alors quand les Maures sont arrivés, ils ont également impressionné les Espagnols
parce que contrairement aux Visigoths qui avaient des dents complètement abîmées par le fait qu'ils se les brossaient pas, qui sentaient mauvais, qui avaient des cheveux collés par la crasse, bref, qui étaient sales et qui en plus étaient violents, eh bien, les morts étaient propres, les morts étaient vêtus somptueusement, les morts se tenaient à cheval de façon extrêmement altière. Les morts sont arrivés avec des instruments qu'ils ne connaissaient pas, des objets qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient intrigants. Donc, tout ça a fait qu'il y a une véritable fascination, admiration qui est née pour ce peuple qui venait du soleil et qui est resté très longtemps. En fait, qui est resté jusqu'à la conquête de l'Afrique, quand là, il a fallu transformer l'histoire et dire que les Africains ne sont pas intelligents pour pouvoir les soumettre en esclavage. Mais avant ça, eh bien, ces Africains morts ont suscité le respect et la plus grande des admirations auprès des Européens, tous les Européens qu'ils ont croisés. D'ailleurs, les morts étaient tellement raffinés et érudits que beaucoup d'entre eux ont été anoblis par le Vatican. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux ont été faits saints ou ont eu des titres d'évêques, de ceci, de cela au sein du Vatican, parce que c'était des personnes qui étaient, comme je vous ai dit, remplies de connaissances, remplies de beauté et de majesté. Et c'est comme ça qu'on a eu Saint Benoît le Mort. Si vous recherchez sur Internet, vous allez retrouver Saint Benoît le Mort. Cette fois-ci, mort s'écrit M-O-R-E. Et donc, que ce soit Saint Benoît le Mort ou bien Saint Maurice d'Agone, comme je vous en parlais tout à l'heure, ces Africains qui ont été faits saints, eh bien, ils ont des représentations, que ce soit en statue dans certaines églises ou que ce soit dans des peintures. Il y a eu également des morts qui ont intégré certaines armées européennes et qui ont eu de très grands postes prestigieux parce que, encore une fois, ils étaient extrêmement érudits, intelligents, malins, rusés, experts dans la stratégie de guerre. Donc, c'était des postes de généraux, c'était des grands postes, des hauts gradés en fait. Et beaucoup d'entre eux, encore une fois, ont eu leur représentation, que ce soit peinture ou sculpture, dans des tenues d'armée européenne parce qu'ils ont été intégrés à l'armée européenne. Non pas que ce soit eux qui aient voulu intégrer, on est venu les chercher pour ça. C'est comme quand aujourd'hui, on se rend compte que la NASA a énormément recruté de personnes noires à des postes clés pour effectuer des missions que eux n'arrivaient pas à faire avec leur peuple américain blanc. Donc on le rappelle quand même, il n'y aurait pas eu de premier Américain sur la Lune, de premier Américain dans l'espace, s'il n'y avait pas eu une femme noire aux commandes des calculs de la trajectoire. Donc voilà, quand les Européens ne sont pas allés en Afrique pour piller le savoir, eh bien ils ont recruté des gens extrêmement érudits pour les aider. Ça a été le cas des morts qui ont été recrutés dans leurs armées pour leur permettre de vaincre leurs adversaires. Là où la conquête des morts, on peut dire qu'elle a carrément poser les bases de la civilisation en Europe, c'est que déjà, ils arrivent au 8e siècle, ils s'implantent, ils influencent les Européens de façon bénéfique jusqu'au 15e siècle. Alors comment ils ont fait ça? Première des choses, l'hygiène. Ces rues servent d'égout à ciel ouvert. Les habitants des maisons y versent leurs déjections de la nuit qu'on a gardées dans des pots de chambre, les déchets de cuisine, et tout cela va s'entasser. Vous imaginez bien sûr les odeurs, les microbes, c'est pour ça que dans les villes, il y a souvent des épidémies, les gens sont malades. Ce sont des rues véritablement insalubres. L'un des usages du parfum est de masquer surtout les odeurs et le parfum arrive justement pour compenser ce manque de propreté. On ne lave pas les cheveux, mais on les poudre. Le roi sent très mauvais de la bouche et en 1685, le roi n'a même pas 50 ans, il a pratiquement plus de dents. On se libère derrière les portes ou dans les recoins des escaliers. Les morts sont arrivés avec du savon. Donc, ils ont appris aux Européens à se laver plus qu'une ou deux fois par an, à se laver quotidiennement, en tous les cas régulièrement. Ils ont appris aux Européens à changer de vêtements régulièrement aussi, parce que s'ils ne se lavent pas, pourquoi changer de vêtements quoi? Donc, ils ont appris aux Européens à changer de vêtements et même à s'habiller un peu plus le swag quoi, la mode, le fashion, enfin. Ça n'a pas changé avec aujourd'hui. Quand on regarde la mode, je suis désolée, elle est extrêmement influencée par les personnes noires. Qu'elles soient ici des États-Unis, de l'Afrique ou d'ailleurs, ou de Jamaïque, très souvent les modes qui circulent dans le monde entier proviennent de la communauté noire. Anyway,
Ça a déjà commencé à cette époque, donc ils ont amené des modes, des tissus, une façon de s'habiller. Autre chose par rapport à l'hygiène, ils ont appris aux Européens à séparer leur lieu de vie et le lieu de vie de leurs animaux. Parce que bien évidemment, à cette époque-là, il y avait énormément d'agriculture et d'élevage. Donc, beaucoup de familles européennes, que ce soit espagnoles, françaises, italiennes, avaient des cochons, des chèvres, des poules, toutes sortes de bétail, toutes sortes de volailles. Et tout ça dormait avec eux dans la maison. C'est-à-dire que le jour, ils pouvaient être soit dans un enclos, soit en liberté pour brouter. Et le soir, tous les animaux rentraient dans la maison au même endroit que les familles et dormaient là. Donc, il y avait des maladies, bien évidemment. Hein? La varicelle, la rougeole, des infestations de poux, de tiques. Excusez-moi. Anyway, excusez-moi. Donc voilà, les maladies passaient beaucoup plus facilement de l'animal à l'humain puisqu'il y avait une promiscuité comme ça entre les animaux et les familles. Les morts sont arrivés et ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la basse-cour, c'est-à-dire le lieu de vie des animaux. Et enfin, dernier exemple pour l'hygiène, eh bien, ils ont répandu l'usage de l'alcool à 90 pour désinfecter, notamment pour désinfecter les ustensiles de médecine. Quand on coupe une plaie, on désinfecte avant le scalpel, le couteau ou je ne sais quoi. Quand on accouche une femme, on désinfecte les instruments. Donc, ils sont venus avec cette pratique de l'alcool à 90. Ce qui a énormément fait chuter le taux de mortalité, que ce soit mortalité infantile ou que ce soit la mortalité en général. Je ne vais même pas m'attarder sur le fait de leur apprendre à se brosser les dents. Hein. On a dit que c'était le dernier exemple, l'alcool à 90. Bref, ça ce n'est que pour l'hygiène. Ensuite, du côté de la lecture, ils ont révolutionné l'Europe. C'est-à-dire que 99% des habitants de l'Europe ne savaient pas lire, n'avaient pas accès aux livres. Donc c'est pourquoi aussi l'Église pouvait raconter ce qu'elle voulait, les gouvernants pouvaient faire croire à ce qu'ils voulaient, les gens n'avaient pas accès à l'information, aux sources. Et là, on parle également des rois et des nobles. Il y a beaucoup de rois dans l'histoire européenne, que ce soit en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie et autres, qui ne savaient pas lire. En général, c'était plutôt les membres du clergé qui étaient très haut placés qui apprenaient à lire et à écrire. Donc vraiment, très rares étaient les personnes qui avaient accès à la lecture à cette époque-là. En fait, c'est même pas le Moyen-Âge qu'on devrait appeler cette période en Europe, c'est le faible âge. Parce que là, il n'y a rien de on n'est plus dans la moyenne, là, on est dans la faiblesse totale. 99% d'illettrisme, c'est... Donc, quand les morts ont constaté ça, alors que chez eux, bien au contraire, les gens lisaient, quand ils ont vu l'état des populations européennes, ils sont venus, ils ont bâti des écoles. Donc voilà, Charlemagne n'est pas celui qui a inventé l'école, ce n'est pas le premier à avoir répandu l'école publique, l'école gratuite, non. Charlemagne est peut-être en France le premier à avoir mis des écoles dans les campagnes très éloignées et donc à avoir fait monter le taux de lettrisme en France, mais Charlemagne n'a pas inventé l'école, d'accord? L'école a été inventée en Afrique depuis l'Antiquité et notamment au royaume de Kémet, au royaume de Kouch et de Punt. Bref, on en revient aux morts. Ils ont construit énormément d'écoles et ils ont rendu ces écoles gratuites, accessibles à tous. Donc pas uniquement aux nobles, pas uniquement aux princes, pas uniquement aux enfants du clergé, à tout le monde. Ce qui bien évidemment a permis le taux de lettrisme de remonter en flèche, puisque bon, c'est pas très difficile, 99% ne savaient pas lire. Ils ont également construit des bibliothèques. Des bibliothèques, je ne sais pas si on peut appeler ça communales, mais des bibliothèques qui étaient ouvertes à la population. Donc les bibliothèques, chose qui n'était pas utilisée, puisque les gens de toute façon ne savaient pas lire. Donc là, ils ont créé des bâtiments avec des manuscrits qui concernaient les sciences, l'astronomie, la médecine, le solfège, donc en musique, des techniques d'agriculture, la pharmacopée, c'est-à-dire la connaissance des plantes, savoir quelle plante guérit quoi, à quelle vertu, dans quelle proportion les prendre, la posologie. Bien évidemment, des manuscrits sur la chirurgie pour expliquer comment
faire des interventions, avec quel instrument, quelles précautions. Des manuscrits sur l'architecture, l'art de construire et de construire du beau, du grand, du solide qui dure. Et des manuscrits sur la cosmétique, parfum, maquillage, soins du corps, soins de la peau. Encore des choses qui ont été inventées en Afrique. Donc ça, c'est pour le côté littéraire. Les morts ont également amené, oui, c'est pas fini, hein, ils ont énormément impacté l'Europe. En matière de divertissement, ils ont emmené beaucoup de jeux de société qu'ils pratiquaient chez eux. Les prémices des échecs, du jeu de dames, du jeu de loi, enfin, plein de jeux que nous-mêmes avons utilisés dans notre enfance viennent en réalité de l'Afrique et ont été répandus en Europe par les Maures. Toujours concernant le divertissement, les Maures ont amené des instruments de musique que les Européens ne connaissaient pas, que les Européens se sont appropriés plus tard ou ont transformé. Mais au départ, les Maures ont apporté le xylophone et le balafon, qui plus tard vont devenir le piano pour les Européens. Ils ont amené la corne, c'est-à-dire qu'ils se servaient de cornes d'animaux pour souffler dedans et faire des sons. Parfois, ils faisaient des trous pour moduler le son. Et plus tard, c'est devenu la flûte. Ils ont amené la kora, qui est devenue le luth. Ils ont emmené la harpe, ils ont emmené le tambour. Ils ont emmené énormément d'instruments. Par contre, la cornemuse, ça non, c'est pas nous. Hein. Ça, c'est eux. Non, c'est pas nous. Donc voilà comment, en fin de compte, l'origine de la guitare européenne, en fin de compte, ça a découlé du luth qui lui-même provient de la kora. Voilà également comment la trompette trouve son origine dans l'utilisation africaine de la corne. Ce sont également les Maures qui ont bâti le premier conservatoire en Europe. Forcément, il n'y avait pas autant d'instruments. Les Européens ne connaissaient pas le solfège, ils ne pratiquaient pas tant que ça, bref. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'institutionnaliser, de professionnaliser les artistes. Donc à Valence, en Espagne, ils ont bâti un premier conservatoire, puis d'autres. Et ensuite, les Européens ont repris cette pratique de bâtir des conservatoires et d'enseigner la musique de façon réellement professionnelle et encadrée. Les Maures ont également pavé les rues qui étaient en terre battue. Ils ont amené cette technique du pavé. Ce sont eux également qui ont instauré les trottoirs, parce qu'avant, il n'y avait pas de différence entre là où roulaient les véhicules, c'est-à-dire les charrettes, enfin tout ce qui possédait des roues, et les personnes qui marchent. Donc c'était vraiment le chaos, c'était très dangereux, il y avait beaucoup d'accidents. Là, ils ont délimité un espace pour les véhicules, un espace pour les piétons, en amenant ce principe du trottoir aux Européens. Et toujours concernant l'architecture et l'urbanisme, eh bien, ils ont amené l'éclairage public. Alors bien évidemment, à l'époque, c'était pas d'électricité, donc c'était des lampadaires qu'il fallait allumer à certaines heures. En fonction des saisons, eh bien, il fallait allumer des lampes à huile ou autres avec du feu. Et donc ces lampes, il y avait quelqu'un qui était attitré pour entretenir ces lampes toute la nuit. Et ces lampadaires étaient disposés à certaines distances pour que tout le chemin soit éclairé. Et ça a été véritablement une révolution qui a changé la vie des Européens, puisqu'ils ont pu circuler la nuit, chose qui n'était pas possible avant à cause du fait qu'il n'y avait pas d'éclairage et que c'était extrêmement dangereux. On pouvait se faire braquer beaucoup plus facilement. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir détailler en une seule vidéo tous les apports des Maures, mais sachez qu'ils ont amené une architecture sophistiquée. Ils ont modernisé la médecine, si tant est qu'on pouvait appeler ça une médecine avant. C'était plus de la divination en fait. Les Européens avaient affaire, surtout les Gaulois et compagnie, ils avaient affaire à des druides, à des gens qui disaient voir dans les étoiles ou dans le vent ou dans la couleur d'une feuille de branche de machin. Ils pensaient voir des choses, ils mettaient des sangsues sur les gens. Enfin voilà, c'était pas très scientifique. Donc, plus que modernisé, on peut même dire qu'ils ont amené une certaine médecine en bonne et due forme. Ils ont amené la chirurgie, ils ont amené des sciences très pointues, notamment en astronomie, notamment le fait d'utiliser des calendriers,
surtout dans l'agriculture, pour savoir quand planter, quand récolter, etc. Pour respecter aussi les marées, la lune, enfin voilà, ils ont amené des choses comme ça, des techniques scientifiques très pointues. Ils ont amené des tissus nobles, avec une certaine mode vestimentaire aussi. Et donc, par rapport à tous ces savoirs, comme je vous l'ai dit, ils étaient extrêmement respectés, extrêmement admirés. Et ils sont même devenus nécessaires aux Européens. Donc, quand désormais quelqu'un viendra vous dire Mais la colonisation a eu de bons effets, il faut quand même le dire. Grâce aux Européens, les Africains ont pu avoir accès à la civilisation. La colonisation française peut s'enorgueillir d'avoir aussi dans ces pays apporté des choses. Par rapport à la colonisation anglaise. Exactement. Eh bien, sachez que c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les Africains, dès le 8e siècle, qui ont civilisé l'Europe. Et des siècles après, les Européens sont venus donner des versions dénaturées, des versions édulcorées de ce qu'ils ont appris des Africains. Alors tout ce savoir-là sur les morts et notamment sur leurs apports aux Européens, vous pouvez le retrouver dans la collection de DVD Hidden Colors. Je vous ai mis des suggestions d'ouvrages dans la barre d'infos, donc des recommandations de livres, et notamment le site où vous pouvez trouver les DVD. Alors malheureusement, ils sont toujours pas traduits en français parce que bien évidemment, ce genre de recherche est indépendante, est auto-financée, n'est-ce pas? Donc c'est très dur de trouver les financements pour traduire. Et du coup, ce sont des chercheurs américains, plusieurs chercheurs américains qui ont réuni leurs trouvailles, leurs recherches et qui ont fait une collection de 5 ou 6 DVD. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais voilà, je vous encourage vraiment, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, à vous les procurer. Et puis pour ceux qui maîtrisent plusieurs langues, à pourquoi pas proposer vos services aux auteurs du DVD pour l'aider, peut-être bénévolement, même si ça prend du temps et que c'est lent, à traduire dans d'autres langues pour qu'on ait tous accès à ce savoir-là. Alors, je conclus cette vidéo avec le plus important à retenir, c'est que la sous-estimation, l'infériorisation, le mépris envers les Africains est un phénomène récent. Ça date du commencement de l'esclavage, c'est-à-dire quand les Européens sont devenus voraces et ont voulu carrément aller à la source des richesses et contrôler la source des richesses eux-mêmes plutôt que de commercer avec les Africains. Ça a commencé à partir de là, donc quand même très tardivement, sur l'échelle de temps où les Africains et les Européens ont été en contact. Donc dans l'Antiquité, les Européens admiraient les Africains, notamment du royaume de Kémet et de Couche, puisqu'ils se déplaçaient de chez eux, notamment en Grèce, pour aller étudier auprès des Africains et notamment pour apprendre l'architecture, les mathématiques, etc., etc. Donc les Africains étaient extrêmement admirés et même craints dans l'Antiquité parce qu'ils étaient très puissants. Et ça s'est poursuivi dans notre ère jusqu'au XIVe siècle, donc c'est quand même récent, avec les Maures qui étaient puissants, qui étaient érudits et qui ont eu des impacts extrêmement bénéfiques pour les Européens. Parce que pour le coup, les Maures n'ont pas imposé leur savoir par la force, ils n'ont pas imposé leur spiritualité, leur art par la force. Ils ont proposé ce qu'ils savaient et les Européens ont puisé dedans. Alors, cette recherche, je l'ai faite il y a des années et malheureusement, beaucoup de sources ont disparu de YouTube. Beaucoup d'émissions très instructives, très intéressantes avec des dates, avec des faits détaillés, avec des éléments d'archives, avec des éléments archéologiques. Tout ça était sur YouTube de façon gratuite, accessible et aujourd'hui, on ne retrouve plus du tout ces émissions. Quels que soient les mots-clés que je tape, quand je tape mort sur YouTube, peut-être que c'est par rapport à l'endroit où je me situe dans le monde, mais par rapport à il y a 6, 7, 8 ans où je pouvais consulter ces données-là sur YouTube, ça n'existe plus et malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer ça. Donc, il faut savoir quand même, je le dis, c'est pas de la paranoïa, c'est pas théorie du complot, mais il y a des sources d'informations qui disparaissent, notamment les sources d'informations qui sont gratuites et accessibles de tous. Donc, quand vous rencontrez des émissions intéressantes et informatives, où vous entendez des informations qui ne vous sont pas rapportées dans les médias traditionnels, prenez le réflexe d'enregistrer
de sauvegarder sur votre ordinateur une clé, un cloud, enfin de garder en fait parce que ça peut disparaître. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous y aurez appris de nouvelles choses. Si tel est le cas, essayez de partager cette instruction avec les personnes que vous savez que ça pourrait intéresser autour de vous. Et puis encore une fois, sachez que ce travail demande énormément de temps. Donc, merci d'avance à ceux qui rémunèrent ce temps, ces efforts, ces moyens qui sont mis en place pour partager avec vous. D'autant que désormais, c'est ma seule ressource. Donc, merci d'avance pour les dons PayPal. Merci pour ceux qui continuent de contribuer à la cagnotte. Et n'oubliez pas le nouveau jeu de cartes Quiz My Type of Bad Gal qui est disponible sur grandeurnoireedition.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.